Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 ? Une thèse sur quoi? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru! Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient. Est-ce que l'on sait tout du Moyen-Âge ? Est-ce qu'il reste encore des choses à découvrir ? Et d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge ? En fait, il y a autant de réponses que de médiévistes, et vous commencez à le savoir. Dans ce podcast, nous rencontrons des personnes qui étudient l'histoire médiévale aujourd'hui. Ils nous parlent de leurs sujets passionnants et de leurs recherches, pour vous donner envie d'en savoir plus. Épisode 24, Mathilde et les évêques au Haut Moyen-Âge, c'est parti. Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse? Bonjour Mathilde Soulier. Bonjour. Tu as soutenu un mémoire en juin 2018 qui s'appelait « La place des évêques dans la vie politique carolingienne selon Hincmar de Reims ». Donc au IXe siècle, tu étais sous la direction de Dominique Alibert à l'Institut catholique de Paris. Et donc ensemble, on va parler des évêques au Haut Moyen-Âge. Ces hommes, oui, car ce n'étaient et ce ne sont d'ailleurs que des hommes, qui ont eu un grand pouvoir à la fois religieux et politique au IXe siècle. D'ailleurs, je voudrais qu'on commence par ça avec toi, Mathilde. Est-ce que tu pourrais nous résumer le contexte religieux à la fin du IXe siècle ? Où est-ce qu'en est l'Église ? Est-ce qu'elle est bien implantée ? À quel point elle a de la place dans le paysage politique et religieux ? Alors pour moi, il faut commencer par dire que on ne peut pas faire d'histoire médiévale sans parler de la religion catholique. C'est pas possible pour moi. Depuis le baptême de Clovis, donc ça on en a parlé déjà dans les épisodes précédents, il y a un profond ancrage de la religion dans la société. Et donc en fait, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas bien implantée parce que on a des abbayes partout, on a les grands diocèses qui sont faits, enfin, niveau politique, les réseaux sont faits. Et dans les sources, on ne peut pas vraiment parler d'athéisme en fait. L'athée, peut-être que c'est parce que c'est vraiment mal perçu, mais en tout cas, on ne peut pas dire s'il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas, il n'y a pas vraiment beaucoup d'athées. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir que l'Église, elle rythme tout dans la vie. L'Église rythme la vie du chrétien, donc on commence par le baptême, la naissance, puis avec les funérailles et la mort, l'Église est présente tout le temps dans la confession. En plus, l'Église, elle rythme le temps aussi, avec les cloches, les matines. On sait l'heure, on sait l'année, parce que l'année est rythmée aussi au fil des fêtes religieuses. Donc c'est pour ça qu'au niveau de la société, elle est implantée, au niveau politique, les réseaux sont faits, et au niveau religieux, on ne peut pas parler de la société médiévale sans évoquer la place de la religion catholique. Sur quelle zone géographique s'est concentré ton travail ? Alors mon travail, moi j'ai surtout travaillé sur le règne de Charles le Chauve, Charles II, et c'est particulièrement sur la Francie occidentale. Donc à peu près la France d'aujourd'hui ou pas tout à fait ? Alors on pense à la France d'aujourd'hui sans le côté aquitain, sans les Alpes et sans la Bretagne. Ah oui, donc pas grand-chose en fait. Oh, c'est quand même grand, mais c'est vrai, moins qu'aujourd'hui. Dans ce contexte, quel est le rôle des évêques dans l'Église ? Quelle est leur place dans l'Église ? Alors l'évêque, avant tout, c'est comme actuellement, c'est un haut dignitaire ecclésiastique. L'évêque, c'est, on va dire, c'est le patron, quoi. En fait, l'évêque, dans la société du Haut Moyen-Âge, c'est un grand. Donc c'est quelqu'un qui, le plus souvent, est de la noblesse. C'est quelqu'un qui est un grand propriétaire foncier, parce qu'on sait qu'à cette époque, l'Église est un des plus grands propriétaires fonciers de l'époque. Et donc l'évêque, il va gérer ses moines, s'il est dans un monastère. C'est le haut de la hiérarchie. Donc son rôle est pas moindre. En plus, comme c'est un grand, il agit auprès du roi, donc non seulement il a un rôle religieux puisque c'est un haut dignitaire, donc il va suivre des synodes, il va participer à des conciles pour régler le dogme qui est les règles à peu près de la religion catholique, mais en plus de ça, il va avoir un rôle politique vraiment très important. Donc d'un côté, on a un haut dignitaire religieux, et de l'autre côté, on va avoir quelqu'un qui a un pouvoir politique qui n'est pas à négliger. Alors pour cet épisode, j'ai demandé sur Twitter si les gens avaient des questions et j'en ai reçu plein. On va commencer avec quelques questions de la part d'un certain Kimali. Quelles ont été les évolutions du pouvoir de ces évêques entre l'époque mérovingienne et carolingienne ? Alors il faut se dire qu'à l'époque mérovingienne, les évêques sont quand même présents, même si je pense que l'apogée de leur pouvoir va être mon époque, parce que en fait, c'est ce que j'essaie de montrer dans mes mémoires, c'est que les évêques sont les patrons. Pour moi, ce sont les patrons. Ils arrivent à dire non au roi, ils peuvent dire non au roi, parce qu'ils ont quelque chose qu'on appelle l'auctoritas, c'est l'autorité qui a été mise en place par une lettre du pape Gélase. Selon cette auctoritas, ils peuvent dire au roi non, ta décision ne nous plaît pas, vraiment clairement.
Donc c'est pour ça que j'estime qu'à notre époque, par rapport à l'époque mérovingienne, le pouvoir de l'évêque s'est vraiment augmenté. Ils arrivent à faire en sorte que le roi suive leurs décisions. On pourrait dire pas leurs décisions, mais l'évêque peut dire au roi, voilà, tu te comportes pas bien, il faut que tu te comportes comme ceci, il faut que tu te comportes comme cela. Pour donner un exemple sur notre époque contemporaine, c'est comme si, imaginons que notre président Emmanuel Macron trompe sa femme. En fait, on s'en fiche. Enfin, clairement, on s'en fiche. Les paparazzis feront ce qu'ils veulent, mais nous, on s'en fiche. Et en fait, c'est comme si le lendemain de cette tromperie, il y a un haut dignitaire ecclésiastique qui va voir monsieur Macron et qui lui dit « Non, mais c'est pas bien ce que tu fais. Pour la peine, tu vas aller réunir les journalistes et tu vas dire que tu as honte et que tu as péché. » Et en fait, il le fait. Ah oui, quand même. Donc en fait, c'est pour ça que j'estime que le pouvoir des évêques s'est vraiment accru depuis l'époque mérovingienne. Non seulement ils sont conseillers du roi, parce qu'ils le doivent, ce sont des grands, ils ont cette obligation comme grands de donner conseil au roi. La seule chose qui les différencie des grands aristocrates, c'est qu'ils n'ont pas l'aide militaire à administrer. Ils peuvent prêter des gens, mais ils ne participent pas, ils ne portent pas les armes. Mais en tout cas, c'est vrai qu'ils arrivent à faire en sorte que le roi va les écouter par rapport à la façon de se conduire. Mais donc, est-ce qu'il y a une concurrence avec les autres nobles, avec les comtes et tout ça ? C'est un peu difficile à prouver ça, parce que c'est vrai que le roi va prendre quand même conseil auprès de ses aristocrates. Et aussi, c'est difficile parce que ceux qui écrivent les sources qu'on a, ce sont les évêques. Donc ça, c'est un petit peu compliqué. Mais pour moi, les évêques, leur rôle va s'inscrire dans le cadre spirituel, mais aussi dans le cadre politique, puisqu'ils vont réussir à faire en sorte que, comme ce sont eux qui vont écrire les conseils qu'ils donnent au roi, c'est vrai qu'on n'a que cette trace-là. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans la conclusion de mon mémoire. J'ai essayé de dire que l'évêque a une primauté sur le grand, mais c'est un peu compliqué en fait à établir. Parce qu'on n'a aucune source des grands sur les conseils qu'ils donnaient auprès du roi, ou on a peu de choses ? Je pense qu'on a peu de choses parce que dans les annales, on voit qu'il y a certains grands qui ont conseillé le roi sur tel aspect politique, mais on n'a pas de texte à proprement parler comme on peut en avoir pour les évêques, où il y a une lettre d'un évêque qui administre le roi de faire telle ou telle chose. Donc les comtes n'ont juste pas aussi bien conservé leurs archives que les évêques. Alors, il faut aussi se dire que la plupart des comtes ne peuvent pas écrire, peut-être aussi. Donc ça aide beaucoup. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas conservé des archives ? Moi, je pense pas. Je pense surtout que les comtes n'allaient pas écrire une lettre au roi pour lui dire « Hey Coco, va falloir que tu te conduises comme ça aujourd'hui pour être un bon monarque chrétien. » Je pense que c'est avant tout le rôle de l'évêque. Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites là? Mais je vous rétorque la même question, mon petit père. C'est à quel sujet? À quel sujet que vous allez décaniller vite fait d'ici ou j'appelle la garde? Ne vous donnez pas cette peine, j'allais justement le faire. À moi, à l'assassin! Impossible d'entendre ça, mais qui êtes-vous? Je suis Monseigneur Boniface, voyou, évêque de Germanie. Ah, c'est vous l'évêque? Ben, je suis Arthur, roi des Bretons. Oh, sire, enchanté. Que Dieu vous bénisse. Tu le disais tout à l'heure que les évêques ne portent pas les armes. Or, un précédent invité du podcast, Ilan, qui dans l'épisode 13 nous parlait des réseaux politiques, te demande en fait comment ils justifiaient malgré tout leur implication militaire régulière. Alors moi, j'ai pas étudié cette partie-là. Je sais que c'était noté que les évêques participaient d'une manière à la guerre par le financement et par le prêt d'hommes, c'est-à-dire qu'ils octroyaient au roi des hommes qui étaient sur leur terre. Mais j'ai pas touché à cet aspect-là. J'ai vu qu'il y avait un évêque, alors là, je me souviens plus du nom malheureusement, qui avait fait passer un traité sur les aspects militaires à Charles le Chauve et à son frère Louis le Germanique, je crois par ailleurs. Donc ça montre qu'ils avaient quand même un avis en aspect militaire. Mais pour la justification, ça n'a pas fait partie de mon travail. J'ai pas regardé, j'ai pas eu la curiosité d'ailleurs. Et si on revient aussi à une question un peu plus basique, Ilan te demande, mais là j'imagine qu'il connaissait la réponse, mais c'est bien pour les auditeurs de le savoir, comment on devient évêque à l'époque, donc au 9e siècle ? Alors, comment on devient évêque? Ça, c'est une très bonne question. En fait, un évêque, avant tout, il faut être prêtre, etc. Mais en fait, l'évêque peut être nominé par ses pairs, comme par le roi. Ça dépend de l'époque, en fait. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde ne peut pas devenir évêque. C'est pas le petit prêtre de je ne sais quelle petite paroisse qui peut devenir évêque. Un évêque, avant tout, comme je l'ai dit, c'est un noble. Donc il faut quand même avoir une certaine prestance, un certain prestige. Je sais qu'il y a certains de mes amis qui essaient de montrer que ce n'est pas possible d'être évêque sans être noble pour autant. Mais je pense que c'est un peu compliqué. Après avoir passé toutes les étapes pour être prêtre, etc., il faut être nommé évêque. Alors ça peut être à la mort de l'évêque précédent, parce qu'il faut que la chaire soit libre, ou ça peut être aussi pour remplacer un évêque qui a pu être destitué. Ça arrivait souvent qu'un évêque soit destitué ?
Alors, on n'a pas non plus beaucoup de traces parce que voilà. Après, on a l'exemple de Hincmar-Delin à mon époque, qui est le neveu d'Hincmar de Reims, mon grand ami de mon mémoire. Hincmar-Delin, en fait, a un peu trahi Charles le Chauve. Donc, un synode a été organisé pour que ce dernier soit destitué d'une certaine façon. Et au début, ça a créé un grand conflit entre Hincmar de Reims et Charles le Chauve, parce qu'Hincmar de Reims, c'était son neveu, mais en dehors du lien familial, c'est vrai qu'il avait même écrit une lettre au roi en disant qu'il ne faut pas non plus priver son neveu de ses privilèges. Enfin, privilèges, si on le dit à l'époque moderne, et jusqu'au moment où il va changer d'avis et qu'il va prendre le parti du roi et il va écrire des lettres à son neveu pour l'implorer de demander pardon et pour lui dire de suivre les ordres du roi. Et sur les relations des évêques entre eux, est-ce que tu as pu travailler un petit peu dessus ? Alors moi j'ai surtout étudié les correspondances de Loup de Ferrières, qui en fait n'est pas un évêque mais un abbé de Ferrières. Et j'avais étudié ces lettres car une d'entre elles est un miroir des princes. Un miroir des princes, il faut savoir que c'est un texte. C'est sous forme de lettre, de traité, ça peut être sous n'importe quelle forme. C'est un texte écrit par un ecclésiastique, donc abbé, moine, évêque ou prêtre. Mais le plus souvent abbé ou moine ou évêque. Et ce sont des textes qui vont donner des conseils au roi pour bien se conduire. C'est en fait un miroir où on a tout le modèle du bon comportement à suivre. En fait, j'avais étudié les correspondances de Loup de Ferrières, car Loup de Ferrières a écrit un miroir pour Charles le Chauve, mais il avait aussi écrit des lettres pour Hincmar de Reims, pour lui demander des conseils par rapport à tel débat, mais aussi par rapport à une propriété qui appartenait à Loup de Ferrières, qui est une selle. C'est pour ça que j'ai étudié un petit peu les correspondances. Mais j'ai mis ça de côté très vite parce que mon directeur de mémoire m'a dit que c'était pas trop mon sujet. Dans ton mémoire, tu as étudié les écrits de Hincmar de Reims, donc qui était un archevêque et un conseiller du roi de France Charles de Le Chauve. Pourquoi ces écrits sont si importants ? Alors d'abord, ces écrits sont très importants parce qu'ils sont nombreux. On a beaucoup d'écrits de Hincmar de Reims. Tout d'abord, on a des traités, on a des lettres, on a des miroirs des princes dont j'en ai parlé précédemment, mais aussi on a les annales. Alors on a les annales de Saint-Bertin qu'il a écrites. Ce sont donc des récits qui parlent des événements qui ont eu cours pendant les années, et c'est chaque année. Donc on va avoir plusieurs événements pour l'année 861, pour l'année 843, etc. Et Hincmar a écrit ces annales. Et c'est très intéressant car on apprend tous les événements que Hincmar a voulu mettre dans ses annales. Alors est-ce qu'il a fait un choix ? Ça, c'est ce que je me suis dit. Parce que non seulement il ne pouvait pas être au courant de tout, le royaume est grand, même si ce n'est pas la France actuelle, mais en plus, il a dû faire des choix parce qu'il ne pouvait pas tout rédiger. Donc ce sont tous les éléments très importants qui sont passés dans le royaume, donc ça c'est intéressant. De plus, comme je l'ai dit, il y a les traités qu'il a écrits. Il a écrit des traités sur le droit. Il a notamment écrit un traité très important qui est le De Divortio. C'est un traité qu'il a rédigé par rapport au divorce de Lothaire II, qui est le neveu de Charles le Chauve, car celui-ci répudiait sa femme Teutberg pour aller avec sa concubine Valdrade. Oui, c'était pas... Donc Hincmar a bien montré son désaccord par rapport à cette situation, parce que c'était pas en fait qu'il appréciait Teutberg, c'est juste qu'il y a une façon de faire, et la façon dont cette femme a été répudiée n'était pas la bonne, je pense. Donc c'est pour ça que ce traité est très important, et en plus il y a tous les miroirs des princes comme je l'ai dit. Et puis aussi ce qui est intéressant chez Hincmar, c'est qu'il adore le copier-coller. Comment ça ? En fait, Hincmar, il adore recopier tout ce qu'il trouve. C'est-à-dire qu'on va avoir des paragraphes entiers recopiés. Il va citer Saint-Augustin, il va citer Grégoire le Grand et il va citer le pseudo-Cypérien. Donc c'est très intéressant de voir dans ces textes qui l'a cité, pourquoi, et s'il a bien respecté la citation. Donc ça c'est vraiment très intéressant. En plus ça pouvait être intéressant si on n'avait pas les sources originales. Bon, pour la plupart, par exemple pour Saint-Augustin, il n'y a pas de souci, tout est édité. Mais c'est vrai que ça apporte quand même beaucoup d'informations. Il faisait un peu un travail d'historien en fait. Moi je pense qu'il essayait plutôt de recopier Wikipédia, mais c'est vrai que dès qu'il trouvait un truc qui pouvait appuyer son propos, il allait le faire. Mais après c'est vrai que c'est très étonnant son écrit, parce qu'il va commencer par une phrase d'introduction. Par exemple, si on lit son Miroir des Princes qui s'appelle le De Regis Persona et Regium Ministerio, la personne royale et son ministère en gros, en fait on va avoir une phrase d'introduction où il va reprendre le titre de son chapitre, et ensuite, vlan, il va nous envoyer un paragraphe entier de citation qu'il a repris de quelque chose. Donc c'est vrai que c'est une drôle de façon d'écrire. En quantité, qu'est-ce que ça représente ? Alors, les sources que j'ai utilisées, tous les documents que j'ai utilisés pour mon mémoire, on a quand même 5 miroirs des princes de Hincmar, on en a 2 de Loup de Ferrières, un de Cédulus Scotius qui est un moine irlandais qui travaillait à la cour du roi Lothaire II notamment. On a aussi tous les capitulaires de Charles le Chauve, donc on est à une 20aine de textes étudiés. Moi je trouve ça pas énorme non plus. Toi, quand tu as travaillé sur ces sources, elles sont déjà éditées, ça veut dire qu'elles ont déjà été mises au propre et imprimées par des contemporains, par des gens du XXe siècle. C'est exact. La plupart ont été, notamment les capitulaires, ont été édités par des professeurs allemands.
Memoria Germanica Historiae. Donc, On y revient. les MGH qu'on connaît tous. Enfin, les gens qui étudient le Haut Moyen-Âge travaillent quasiment que sur ce genre d'écrits. C'est vrai qu'ils ont édité beaucoup de choses. Ils ont édité pas mal de conciles, les capitulaires, des lettres. Ils ont une collection admirable. Donc c'est vrai que leurs travaux nous servent beaucoup. Donc tu as vu aucune source en vrai? Tu as vu aucun manuscrit en vrai? Alors moi j'ai eu la chance de voir des manuscrits parce que j'ai fait un stage aux Archives nationales en compagnie de la directrice du département des affaires médiévales, Madame Nilène, qui m'a montré certains papyrus mérovingiens. Donc j'étais ravie. Je les ai pas touchés évidemment. J'ai eu la chance d'en voir sans travailler dessus. Ils ont quelle tête ces papyrus? Ah, ils ont de sales têtes. En fait, ils sont très bien conservés, ils sont mis sous verre, etc. Ils sont dans une salle qui respecte une température, etc. Mais franchement, pour des papyrus de ces années-là, c'est extrêmement bien conservé. Pas trop en 1000 morceaux Ça dépend des textes. J'en ai vu un, par exemple, où il y a beaucoup de trous au niveau de la fin de la page, mais il y en a certains qui sont très très bien conservés. Tout dépend du document, tout dépend de comment il arrive. Et les écrits de Hincmar de Reims, ils n'ont pas déjà été beaucoup étudiés? Alors si, en fait c'est pour ça que ça a été un petit peu compliqué parce que mon sujet en fait il a beaucoup été abordé mais je voulais quand même travailler dessus pour voir s'il y avait quelque chose de nouveau à voir. En fait Hincmar de Reims a été étudié dans les années 70-80 par un grand historien qui s'appelle Jean Davis qui a fait une thèse de 3 volumes, je pèse mes mots sur les 3 volumes puisque je me les ai bien avalés. Il a fait une thèse dessus où il étudie la plupart des textes d'Hincmar et c'est un travail admirable qui est très complet et je pense peut-être que ça serait intéressant que quelqu'un reprenne peut-être le travail juste pour voir. Mais en tout cas, cette thèse, ça a été la base de mes connaissances et ce travail est très très bien. Alors dans ton mémoire, qu'est-ce que tu as posé de nouveau sur le thème des évêques? Alors moi en fait, j'ai été un petit peu étonnée quand j'ai lu les capitulaires par le nombre de citations bibliques dans les textes. C'est un truc qui m'a complètement... Alors, est-ce que ça m'a choquée parce que moi je vis dans un monde post-1905 où la religion est complètement dissociée du politique? C'est peut-être ça. Mais en tout cas, j'ai été très étonnée par ça et c'est pour ça que je me suis dit, mais pourquoi autant de citations dans des textes qui sont laïques? Parce que les capitulaires, en fait, c'est nos textes de loi de l'époque. Donc c'est vrai que moi je trouvais ça étonnant, bizarre même, de voir des citations bibliques dans les textes. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai répertorié toutes les citations de chacun de mes textes dans mes annexes. Oui, les annexes font donc 95 pages. Donc en fait j'ai répertorié toutes ces citations, toutes ces références pour voir à quelles citations elles font référence donc. Donc nous avons des tableaux sublimes dans mes annexes. Mais c'était surtout pour les comparer au contexte historique donc des annales, pour voir si les évêques n'avaient pas choisi cette citation par hasard ou autre. Et je pense en fait que non, les citations étaient choisies de façon très pertinente. On peut prendre l'exemple du capitulaire de Pitre qui a été écrit en 862. Dans ce capitulaire, il y a beaucoup de citations sur l'arrivée de païens, sur presque l'Apocalypse, sur le jugement de Dieu. Par exemple, on a une citation de Josué, « L'anathème est parmi vous, Israël ». Donc c'est quand même pas rien. Et en fait, à ce moment-là, dans le royaume, il se passe beaucoup de choses. Déjà, les Vikings sont présents, donc il y a beaucoup de rapts. Donc déjà, il y a ça. Et puis surtout, il y a les enfants de Charles le Chauve qui font un petit peu des bêtises. On a notre chère Judith, la fille de Charles le Chauve, qui s'enfuit avec le comte Baudouin. En plus, les 2 fils de Charles le Chauve, Louis et Charles, il y en a un qui s'allie au roi des Bretons, et les 2 se marient sans le consentement de leur père. Donc je pense que les évêques, en mettant ce nombre de citations, il y a quand même 31 citations dans ce texte, ce qui est plutôt pas mal. Je pense qu'ils disent attention, majesté, il va falloir reprendre le boulot parce que là, on est dans un royaume qui ne respecte pas la justice de Dieu. Donc dans ces capitulaires qui étaient donc à l'origine des textes de loi, donc tu t'es rendu compte que toutes les citations, oui, c'est l'intervention des évêques, et si leur nom n'y est pas, en fait, tu devines que c'est eux qui ont imposé la présence de ces extraits. Alors ça c'est sûr parce que les évêques sont les rédacteurs des textes. De toute façon, ce sont les seuls qui rédigent. Mais c'est vrai qu'il faut savoir que la Bible, c'est l'outil principal de l'évêque. Il la connaît par cœur. En soi, il n'était pas obligé de mettre autant de citations, je pense. Mais s'il l'a fait, je pense que c'était pour illustrer certains aspects de la politique et je pense aussi que c'était pour exprimer son ressenti. Parce que quand même dire « l'anathème est parmi vous » en 862, au moment où il se passe toutes ces choses dans le royaume, je pense que ce n'est pas pour rien qu'ils l'ont fait. La puissance des évêques peut aussi s'enraciner dans l'histoire. À partir du 8e siècle, on assiste au développement de légendes qui font de telle ou telle ville le siège d'un évêque qui aurait été le disciple direct des apôtres. Grégoire de Tours évoque ainsi les 7 disciples des apôtres envoyés convertir la Gaule. Et, je le cite, « En ces temps, 7 hommes qui avaient été ordonnés évêques furent envoyés pour prêcher dans les Gaules
comme l'histoire de la passion du saint martyr Saturnin le raconte. Dans la bibliographie de ton mémoire, j'ai vu beaucoup d'ouvrages de ton directeur de mémoire, donc Dominique Alibert, quasiment une page. Comment s'est passé le travail avec lui? J'imagine que vous avez choisi le sujet ensemble. Alors en fait, moi tout d'abord j'ai choisi de travailler avec lui parce qu'il m'effrayait. Et je me suis dit c'est parfait, un prof qui me fait peur, au moins je vais bosser avec lui parce qu'il me fait peur. C'est trop bizarre de dire ça. Oui mais en fait il y a des moments, c'est pour ça, quand on commence la recherche, il faut se dire si je suis fainéant, il faut vraiment quelqu'un qui va me booster. Je suis bosseuse, mais c'est vrai qu'il y a certaines fois où je peux me démotiver très facilement. Donc je me suis dit, avec lui, j'ai tellement peur que je vais faire le travail. Ensuite, heureusement, c'est instauré une relation de confiance. Ça a été très agréable de travailler avec lui. La rigueur était là, la patience était là, la gentillesse aussi. Donc c'était vraiment très agréable. Le sujet nous a posé un peu des problèmes parce que, en fait, moi, à partir de ma 2e année de licence, je voulais travailler sur la relation entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. J'ai fait un exposé sur l'aide apportée par Charles Martel à la papauté quand les Lombards ont attaqué Rome. Quand j'ai fait cet exposé, je me suis dit waouh, je veux travailler sur cette relation qu'il y a entre l'Église et le pouvoir royal. Donc quand on a commencé à en discuter avec mon professeur, il m'a dit pourquoi ne pas travailler sur les conciles mérovingiens. Ce sont les textes qui font part de la réunion, donc le concile c'est la réunion entre plusieurs hauts dignitaires de l'Église, et les conciles en fait ce sont les textes qui mettent par écrit ce qui a été dit pendant le concile, donc les lois qui sont mises en place pour le dogme, etc. Et donc il voulait que je travaille sur cette période-là, sauf que je me suis rendu compte en lisant les textes que le roi n'y était pas présent du tout. Donc je suis allée le voir en lui disant bah oui mais en attendant, mon cher roi n'est pas là. Et c'est là où il s'est demandé si ça serait intéressant de travailler de nouveau sur un Khmar, parce que depuis Jean Davis on n'avait pas grand-chose, pourquoi ne pas juste voir un petit peu ce qu'on pourrait trouver. Alors je suis pas du tout allée dans la direction qu'il souhaitait, puisque moi je me suis intéressée aux citations bibliques, même si ça lui a plu quand même. Mais c'est vrai que c'est comme ça qu'est venue l'idée de travailler sur les évêques, en particulier un Khmar, dans cette vie politique carolingienne. Et quelles sont les difficultés que tu as rencontrées dans ton travail ? Alors la première difficulté, ça a été évidemment le latin, parce que le latin, je l'avais abandonné au lycée. Donc là, arriver et voir que la plupart des textes sont en latin, il faut s'y remettre. Donc c'est pour ça que si quelqu'un pense à faire de la recherche, je conseille vivement de commencer tout de suite. Mais sachant que le latin, on peut relativiser parce que par exemple, moi j'ai bossé sur le XIIIe siècle et le XIIIe siècle, on a beaucoup de choses en français médiéval. Donc en fait, c'est surtout quand on bosse sur le haut Moyen-Âge qu'il faut étudier le latin. Exactement, ça va être tout ce qui va être jusqu'au XIe siècle, on peut se dire je travaille un peu le latin, en effet. Et en plus de ça, moi j'avais un petit souci, c'est que moi je me détachais pas du travail des autres professeurs. C'est-à-dire, c'est plutôt de la disserte que de la recherche. Alors là, je pouvais dire qu'est-ce que disait Monsieur Guyot par rapport aux évêques sous Louis le Pieux, mais par contre, pour dire ce que moi je pensais d'un Khmar, c'était un peu compliqué. Donc il a fallu que j'apprenne à travailler par moi-même, à faire de la recherche. À faire de la recherche, voilà. C'était vraiment mon principal défaut. Et mon prof me le disait, mais il faut que vous pensiez par vous-même. Oui, donc tu connaissais très bien ta bibliographie sur le bout des doigts. Alors comment tu as fait pour réussir à penser toi-même ? Alors ce que j'ai fait, c'est que déjà j'ai arrêté de lire, tout bêtement, j'ai arrêté de lire tout ce que disaient les autres. J'ai pris mes textes et je me suis dit, voilà, maintenant tu lis tes textes, qu'est-ce que tu vois ? Je m'étais dit, je vais découper le texte par nom, par toponymie, etc. Et un jour, j'ai surligné toutes les citations bibliques que je voyais parce que je me suis dit, tiens, on va les dissocier quand même. Et c'est quand j'ai vu le nombre que là, je me suis dit, tiens, faudrait peut-être pousser là-dessus, c'est quand même énorme. Depuis que tu as fini ton mémoire, est-ce que tu continues de travailler sur le Moyen-Âge et est-ce que tu as des projets pour la suite ? Alors là, actuellement, je suis en train de passer les concours pour enseigner. Donc c'est vrai que le travail de prépa ne permet pas de continuer la recherche. Ça ne m'empêche pas pour autant de lire de temps en temps des articles ou de me poser d'autres questions. Le programme pour la suite, c'est, après avoir passé les concours de l'enseignement, c'est de préparer une thèse, toujours dans la même optique, travailler sur mes chers évêques, voir ce que je pourrais en faire. Mais le programme, déjà, c'est d'avoir un travail pour ensuite pouvoir assurer la thèse plus tard. Pour finir ce podcast, hop, je change la question de fin. Oui, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que les conseils aux jeunes médiévistes, on commence à en avoir pas mal, donc je propose une autre question de fin. Mathilde, qu'est-ce que cela t'a apporté de travailler sur le Moyen-Âge et qu'est-ce que ça t'a apporté même de faire un master d'histoire médiévale ? Ça m'a beaucoup aidé au niveau de la maturité. J'ai appris à être plus mature, à plus organiser mon travail d'une autre façon qu'habituellement. Je suis quelqu'un de très scolaire, donc moi j'ai des post-it partout, j'ai une checklist, j'apprends mes leçons et ensuite je recrache tout. Et en fait la recherche va vraiment être différente là-dessus, on va apprendre à penser par soi-même et c'est là que la maturité va commencer à venir. Et surtout, ça va nous apprendre à travailler d'une autre façon. On va apprendre à se poser des questions, à ne pas compter ses heures en soi, puisqu'on pense aux mémoires pendant qu'on est même sous la douche. Enfin, c'est pour ça qu'il y a cette maturité qu'on va acquérir et cette différence de rigueur, en fait.
Ensuite, ce qui m'a beaucoup aidé, vraiment je regrette pas d'avoir fait un master d'histoire médiévale, car pour moi c'est là où tout se décide, c'est là où en histoire il y a beaucoup de choses, il y a tellement de choses à savoir et toujours des choses à trouver. Quand on fait une licence d'histoire, on commence à être au top au niveau histoire, il n'y a pas de souci là-dessus. Je pense que le master, ça nous permet vraiment de se dire, voilà, je suis spécialiste dans quelque chose en histoire. C'est là où on commence vraiment à rentrer dans le vrai travail. C'est vraiment le master qui nous permet d'entrer dans la voie de l'histoire et de comprendre vraiment les mécanismes de cette matière. Donc il y a ça qui m'a beaucoup aidée. En dehors de la maturité et de mieux connaître l'histoire, il y a aussi l'aspect rédactionnel. On ne cite plus des textes comme on le faisait dans un exposé quand on était plus jeune. Là, on apprend à écrire ce qu'on pense. Et c'est ce qui est vraiment très intéressant. On apprend à vraiment rédiger. Merci beaucoup Mathilde Soulier, grâce à toi les auditeurs en savent plus sur les évêques du Haut Moyen-Âge et bonne chance pour les concours. Merci. Et vous les auditeurs, si cette période du Haut Moyen-Âge vous plaît et que vous voulez en savoir plus, je vous conseille donc d'écouter l'épisode 1 où Justine nous parlait de Gerbert, une reine du Xe siècle, et l'épisode 13 où Ilan nous parlait des réseaux politiques sous les Carolingiens, toujours au Xe siècle, et bien sûr il y a l'épisode 12 où Clara nous parlait d'un évêque particulier du VIe siècle, Germain, qui devint plus tard Saint Germain. Et pour en savoir encore plus sur les évêques, vous trouverez dans la description de l'épisode des conseils de lecture de la part de Mathilde. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver Passion Médiéviste sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Et pour soutenir le podcast, vous pouvez bien sûr en parler autour de vous, à vos proches, ou alors à cette cousine à qui vous parlez parfois et qui aime beaucoup l'histoire. Vous pouvez bien sûr contribuer à notre campagne de financement participatif, notre Tipeee, avec un don ponctuel ou mensuel. Le lien est dans la description de cet épisode, ainsi que sur notre site passionmédiéviste.fr. Ce mois-ci d'ailleurs, je tiens à remercier les nouveaux tipeurs. On a Astrid, on a Méline, qu'il est d'ailleurs fort probable que vous entendez bientôt dans un épisode de Passion Médiéviste. On a ma chère Aldred, on a Thomas qui a renouvelé son don et on le remercie grandement, Marika et Clémentine. Dans le prochain épisode, on parlera de l'espionnage au Moyen-Âge. Salut!